Hollywood adore vous marteler avec le même petit nombre de westerns. Impitoyable, Le Bon, La Brute et Le Truand, True Grit, des classiques assurément, mais usés par la surexploitation. Pendant ce temps, ces 25 trésors cachés prennent la poussière, attendant juste que vous les découvriez. Mettons en lumière les westerns qui sont passés à travers les mailles de la culture populaire, ceux qui méritent plus de reconnaissance qu'ils n'en ont eu. Si vous n'avez pas vu ces films, vous ratez certaines des meilleures histoires que le genre a à offrir. Réparons cela. Numéro 25, Johnny Guitar, 1954. Nicholas Ray livre le western le plus intensément fiévreux des années 1950, avec ce mélodrame en technicolor qui bouleverse les rôles de genre et anticipe la contre-culture d'une décennie. Joanne Crawford joue le rôle de Vienna, une propriétaire de saloon dont les projets d'expansion lorsque le chemin de fer arrivera lui ont valu la haine de la baronne locale de l'élevage bovin, Emma Small. Dans ce conflit naissant arrive Johnny Guitar, un pistolero devenu musicien qui partage un passé avec Vienna. Ce qui rend Johnny Guitar absolument unique, c'est sa manière de bouleverser les conventions de genre du western. Les femmes dirigent l'action et leur haine mutuelle constitue le conflit central, tandis que les hommes réagissent en grande partie aux événements plutôt que de les initier. Ray filme en couleurs explosives, utilisant des rouges et des bleus audacieux pour créer un paysage impressionniste reflétant les émotions exacerbées des personnages. Le film peut être interprété comme une allégorie puissante de l'ère McCarthy, avec la haine irrationnelle d'Emma, incitant les habitants à former une foule semblable aux audiences de la UAC. La haine mutuelle entre Crawford et Mackenbridge n'était pas seulement à l'écran. Elles se détestèrent réellement pendant le tournage, apportant une authenticité inconfortable à l'animosité de leurs personnages. D'abord rejeté par les critiques américains comme bizarrement excessif, Johnny Guitar a été apprécié en France, notamment par François Truffaut, qui a reconnu son génie subversif. Il se tient peut-être comme le western opératique le plus réussi jamais réalisé, repoussant les possibilités émotionnelles du genre à leur limite absolue. Numéro 24, 3h10 pour Yuma, 1957. Avant le remake étoilé de 2007, Delmer Daves a dirigé ce western tendu, influencé par le film noir, avec Van Heflin dans le rôle de Dan Evans, un éleveur en difficulté qui accepte d'escorter le hors-la-loi capturé Ben Wade jusqu'au train qui le conduira en prison. La majorité du film se déroule comme un dialogue entre ces personnages, alors qu'ils attendent dans une chambre d'hôtel, le train mentionné dans le titre, tandis que le gang de Wade complote pour libérer leur chef. Ce qui rend le 3-10 pour Yuma original spécial, c'est sa profondeur psychologique. Ce n'est pas juste une histoire de mettre un prisonnier dans un train, mais sur la façon dont deux hommes de côté opposés de la loi en viennent à se comprendre et même à se respecter malgré leurs différences. Glenn Ford, habituellement choisi pour incarner un héros, subvertit les attentes avec son méchant charismatique qui paraît, à bien des égards, plus admirable que les citoyens soi-disant respectables de la ville. La photographie en noir et blanc du film crée un style visuel saisissant qui souligne les ombres et l'enfermement, construisant une tension insoutenable à mesure que l'horloge tourne. Basé sur une nouvelle d'Elmore Leonard, le film conserve sa complexité morale caractéristique tout en ajoutant des couches de désespoir économique au personnage d'Evan qui rendent ses motivations compréhensibles, même si elles ne sont pas toujours admirables. Le film se construit jusqu'à un climax sous la pluie qui est parmi les plus palpitants de l'histoire du western, prouvant que la tension psychologique peut être aussi excitante que les plus grands combats armés. Numéro 23, Buchanan Rides Alone, 1958. Randolph Scott joue le rôle de Tom Buchanan, un cow-boy de bonne nature traversant la ville frontalière corrompue d'Angry, où trois branches de la même famille contrôlent tout et voient immédiatement Buchanan comme une proie facile. Après s'être défendu dans un combat loyal, Buchanan se retrouve pris dans une série de trahisons de plus en plus absurdes, tandis que les membres du clan Agri conspirent les uns contre les autres tout en essayant de lui voler son argent. Ce qui rend cette entrée dans le cycle Scott Boetticher remarquable, c'est son ton étonnamment léger. C'est essentiellement une comédie noire western où le héros impassible de Scott observe avec une incrédulité croissante les projets des habitants de la ville échouer de façon spectaculaire. Le réalisateur Bud Boetticher maintient l'action à un rythme soutenu, trouvant de l'humour dans le contraste entre la décence directe de Buchanan et les intrigues comiquement byzantines de la famille Agri. Craig Stevens offre une performance mémorablement sordide en tant que l'avocat véreux de la ville, tandis que Barry Kelly incarne la justice frontalière corrompue en tant que juge Agri. Tourné en Arizona plutôt que dans les habituels lieux des collines d'Alabama, le film crée une identité visuelle distincte avec son cadre de ville frontière, bien que peut-être le moins profond des collaborations Scott Boetticher.
Aberration. Buchanan Rides Alone offre une valeur de divertissement pur avec sa vision satirique de la corruption des petites villes et montre que même dans ses moments les plus légers, le western pouvait livrer un commentaire social aiguisé sous ses apparences d'aventure. Numéro 22, McCabe and Mrs. Miller, 1971. Robert Altman réinvente le western de fond en comble dans ce chef-d'œuvre anti-Mitsek, mettant en vedette Warren Beatty en tant que petit joueur, s'associant à une tenancière pour construire un bordel prospère dans une ville minière en pleine expansion. Ce qui rend McCabe and Mrs. Miller absolument unique, c'est l'engagement d'Altman envers le réalisme historique. C'est une ville frontalière boueuse, pluvieuse, perpétuellement en construction, où l'entrepreneuriat compte plus que les duels et où l'opium offre une échappatoire aux dures réalités de la vie à la frontière. La cinématographie révolutionnaire de Vilmos Zsigmond utilise une technique appelée flashing pour créer l'apparence de photographie d'époque fanée, tandis que les chansons mélancoliques de Leonard Cohen offrent une bande sonore envoûtante qui semble à la fois anachronique et parfaitement adaptée au ton lugubre du film. Contrairement au western traditionnel où les communautés s'unissent pour lutter contre les menaces extérieures, Altman montre une ville qui abandonne de manière pragmatique ses fondateurs lorsque de puissants intérêts corporatifs arrivent. La fusillade finale dans la neige sape délibérément chaque convention du western. C'est chaotique, peu glamour et finalement sans signification. Initialement polarisant les critiques lors de sa sortie, McCabe and Mrs. Miller a progressivement été reconnu comme l'un des westerns les plus influents jamais réalisés, influençant tout, de Deadwood à The Revenant, avec son engagement à déglamouriser la frontière américaine tout en trouvant une étrange beauté dans sa dure réalité. Numéro 21. The Big Country, 1958. L'épopée western de William Wyler reste inexplicablement sous-estimée malgré son casting de stars et son envergure époustouflante. Gregory Peck joue James McKay, un ancien capitaine de mer qui vient à l'ouest pour épouser une famille de riches éleveurs, seulement pour se retrouver pris entre deux patriarches en guerre, son futur beau-père, le Major Tyrrell, et son rival, Rufus Hennessy. Ce qui rend The Big Country exceptionnel, c'est sa manière de déconstruire systématiquement le machisme western, en présentant un héros qui refuse de se prouver par la violence, sans être pacifiste, juste un homme suffisamment confiant en lui-même pour ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. Avec une durée de près de 3 heures, le film a l'espace pour développer des personnages et des situations complexes, transformant ce qui aurait pu être une simple histoire de guerre de ranch en un riche drame moral. Le célèbre combat à main nue entre Peck et le personnage d'intendant du ranch de Charlton Heston reste l'une des batailles les plus éprouvantes et inutiles du cinéma, délibérément filmée pour mettre en avant sa futilité plutôt que son excitation. La musique tonitruante de Jerome Morros est parmi les plus grandes de l'histoire du western, capturant à la fois la majesté du paysage et les émotions profondes de l'histoire. Tourné en panoramique époustouflant qui accentue l'immensité du paysage occidental, d'où le titre The Big Country utilise la grandeur comme une métaphore de la perspective, comment les querelles humaines mesquines apparaissent sur le fond de la terre éternelle. Numéro 20, The Shooting, 1976. Jack Nicholson joue dans ce cauchemar occidental existentiel, réalisé par Monty Hellman et produit par Roger Corman. Nicholson incarne un mystérieux mercenaire, accompagnant une femme qui a engagé l'ancien chasseur de primes Willett Guichet pour la guider à travers le désert pour des raisons qu'elle refuse d'expliquer. Ce qui suit est moins un récit occidental traditionnel et davantage une descente beckettienne dans l'incertitude et l'angoisse. The Shooting frustre délibérément les attentes du public à chaque tournant, offrant peu d'explications sur les motivations de ses personnages et menant à une conclusion qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Ce qui rend ce western à micro-budget si puissant, c'est la façon dont il utilise les artifices du genre pour créer un film d'art moderniste sur le destin, l'identité et la responsabilité morale. Le réalisateur Hellman utilise des compositions austères et des gros plans inquiétants pour créer un sentiment de paranoïa croissante, tandis que les paysages désertiques arides deviennent de plus en plus surréalistes et menaçants. Warren Oates offre une performance de confusion épuisée en tant qu'homme attiré vers un destin qu'il ne comprend pas. Tourné consécutivement avec le tout aussi expérimental Ride in the Whirlwind, The Shooting a initialement contourné les salles américaines, trouvant d'abord de l'appréciation en France avant d'être redécouvert par les amateurs de films cultes. C'est peut-être le western d'avant-garde le plus réussi jamais réalisé, prouvant que le genre pouvait accueillir des sensibilités de cinéma d'art et essai sans sacrifier sa puissance primordiale. En numéro 19, Comanche Station, 1960. La dernière collaboration entre Randolph Scott
Scott et le réalisateur Bud Boetticher couronnent leur remarquable série de westerns avec une méditation sur la solitude et l'obsession. Scott joue Jefferson Cody, un homme qui sauve une femme de la captivité des Comanches pour découvrir ensuite que son mari a mis une prime sur son retour. Une récompense qui attire 3 personnages peu recommandables menés par le charismatique mais dangereux Ben Lane. Ce qui rend Comanche Station remarquable, c'est la façon dont il distille le western jusqu'à ses éléments les plus purs, le paysage impitoyable, la danse complexe entre l'honneur et l'intérêt personnel, et la fine ligne entre justice et vengeance. Le film révèle progressivement que Cody recherche des captifs depuis des années, espérant retrouver sa propre femme qui a été enlevée par les Comanches il y a une dizaine d'années. Cette mission l'a totalement consumé, le laissant aussi vide et usé que les paysages désertiques brillamment capturés en cinémascope. Nancy Gates apporte de la profondeur à ce qui aurait pu être un rôle de demoiselle en détresse standard, jouant d'une femme transformée par sa captivité d'une manière que les hommes autour d'elle ne peuvent pas comprendre. La réalisation de Boetticher reste magistralement économique, en disant plus avec la composition et le mouvement des personnages que la plupart des réalisateurs n'accomplissent avec des pages de dialogue. Le film représente l'aboutissement parfait des westerns de Scott Boetticher, créant un univers moral étroitement construit où chaque geste porte une signification. Numéro 18, Face to Face, 1967. Gian Maria Volonté livre une performance magistrale dans ce western spaghetti psychologique réalisé par Sergio Solima. Volonté incarne le professeur Brad Fletcher, un universitaire distingué de Boston, atteint de tuberculose, qui part vers l'ouest pour sa santé et se retrouve kidnappé par un hors-la-loi nommé Beauregard Bennett. Ce qui commence comme une prise d'otage évolue en quelque chose de bien plus complexe lorsque l'intellectuel Fletcher devient fasciné par la liberté et le pouvoir de la vie de hors-la-loi, se transformant graduellement de victime en quelque chose de bien plus dangereux. Ce qui rend Face to Face extraordinaire, c'est son exploration de la manière dont la civilisation et la sauvagerie sont souvent 2 faces d'une même médaille, et comment les principes moraux peuvent rapidement s'effondrer lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Le film est une critique acerbe de la manière dont les intellectuels peuvent rationaliser la violence lorsqu'elle sert leur fin, faisant de lui l'un des westerns les plus politiquement pertinents jamais réalisés. Le réalisateur Solima crée des scènes d'action viscérales tout en gardant l'accent sur la transformation psychologique au cœur de l'histoire. Ennio Morricone offre une fois de plus une bande sonore exceptionnelle qui souligne la dégradation morale de Fletcher. Contrairement à de nombreux western spaghetti qui ont été tronqués pour la distribution américaine, Face to Face a souffert d'une mauvaise traduction qui a obscurci sa complexité intellectuelle, ce qui a conduit à ce qu'il soit sous-estimé par rapport aux œuvres plus célèbres de Leone. C'est une preuve que le western spaghetti pouvait aborder des thèmes sophistiqués avec nuance et profondeur. Numéro 17, Le Grand Silence, 1968. Le chef-d'œuvre sombre de Sergio Corbucci est peut-être le western spaghetti le plus sombre jamais réalisé, ce qui n'est pas peu dire pour un genre qui n'est pas connu pour ses fins heureuses. Jean-Louis Trintignant joue un pistolero muet qui protège un groupe de hors-la-loi contre des chasseurs de primes dirigés par le sadique Loco, interprété avec une joie glaçante par Klaus Kinski. Situé dans les montagnes enneigées de l'Utah pendant une tempête de neige, les paysages blancs du film offrent un contraste saisissant pour les affrontements sanglants inévitables. Ce qui rend Le Grand Silence vraiment inoubliable, c'est son engagement absolu envers sa vision nihiliste. C'est un western où le parcours traditionnel du héros est systématiquement démantelé, menant à l'une des fins les plus choquantes de l'histoire du cinéma. Cette conclusion était si dévastatrice que les distributeurs américains ont exigé une fin alternative plus optimiste, que Corbucci a filmée mais n'a jamais eu l'intention d'utiliser. Le Grand Silence a influencé d'innombrables cinéastes, notamment Quentin Tarantino, dont Les 8 salopards rend hommage directement à son décor enneigé et à son pessimisme moral. La partition envoûtante et magnifique d'Ennio Morricone complémente parfaitement les thèmes de futilité et de fatalité du film. À peine vu en Amérique lors de sa sortie, le film a progressivement été reconnu comme un chef-d'œuvre subversif qui sape délibérément chaque convention du western pour délivrer un message politique sur les puissants exploitant les vulnérables. Numéro 16, Monte Walsh, 1970. Lee Marvin incarne la fin de l'ère des cow-boys dans ce western élégiaque qui est plus une étude de personnage qu'un film d'action. Marvin joue le rôle-titre de Monte Walsh, un cow-boy vieillissant qui voit son mode de vie disparaître alors que les entreprises rachètent des ranchs et que la modernisation rend ses compétences obsolètes. Jack Palance, à contre-emploi, livre une performance douce dans le rôle du meilleur ami de Monte, Chet,
qui s'adapte à contre-cœur au temps changeant en acceptant un emploi dans se marier. Ce qui rend Monte Walsh spécial, c'est son engagement envers l'authenticité, dans la représentation de la vie quotidienne des cow-boys travailleurs et sa représentation poignante des hommes dont l'identité entière est liée à une profession en disparition. Le film présente certaines des scènes de rodéo à cheval les plus réalistes jamais filmées, avec Marvin réalisant bon nombre de ses propres cascades, malgré le fait qu'il ait eu la quarantaine passée. Jeanne Moreau apporte dignité et profondeur à ce qui aurait pu être un rôle stéréotypé de prostituée au grand cœur en tant que l'amour de longue date de Monte. Le réalisateur William Fraker, mieux connu comme l'un des plus grands directeurs de la photographie d'Hollywood, apporte un regard de peintre au paysage tout en gardant un focus intime sur les personnages. Le ton de douce mélancolie du film mène à une conclusion à la fois inévitable et déchirante. Un parfait éloge funèbre pour le mode de vie cow-boy. Numéro 15. The Tall T, 1957. Randolph Scott retrouve le réalisateur Bud Boetticher pour ce thriller tendu de 78 minutes, basé sur une histoire d'Elmore Leonard. Scott joue Pat Brennan, un éleveur en difficulté pris dans le détournement d'une diligence dirigée par le vilain glaçant et affable Usher. La majorité du film se déroule dans une station relais désertique confinée, tandis que Brennan tente de protéger une héritière kidnappée tout en cherchant un moyen de vaincre Usher et ses deux sbires de plus en plus instables. Ce qui élève The Tall T au-delà des westerns typiques, c'est la relation étrange, presque intime, qui se développe entre Brennan et Usher, deux hommes capables qui reconnaissent en l'autre quelque chose qui aurait pu, dans d'autres circonstances, être de l'amitié. Richard Boone crée l'un des méchants de western les plus mémorables jamais vus. Un homme qui tue sans hésitation, mais le fait avec une lassitude philosophique et même un regret occasionnel, le rendant bien plus complexe que le méchant typique au chapeau noir. La narration épurée du film élimine chaque élément inutile, créant une tension insupportable, alors que Brennan doit utiliser son intelligence plutôt que son arme pour survivre. Boetticher filme les collines rocheuses de l'Alabama pour souligner l'isolement et la vulnérabilité, faisant de ce western dépouillé et existentiel une œuvre qui ressemble plus à une pièce de chambre qu'à une aventure en plein air. Numéro 14. L'homme de l'Ouest, 1958. Gary Cooper, dans l'un de ses derniers rôles, offre une performance d'une noirceur surprenante en tant qu'ancien hors-la-loi Link Jones, qui est contraint de faire face à son passé violent lorsqu'il se retrouve bloqué après un vol de train et cherche refuge auprès de son ancienne bande, dirigée par le terrifiant Doug Tobin. Le réalisateur Anthony Mann crée un western psychologique qui ressemble à un voyage au cœur des ténèbres, avec le personnage de Cooper revisitant littéralement le lieu de sa corruption morale. Ce qui distingue Man of the West, c'est sa représentation sans détour de la violence, non pas comme une aventure excitante, mais comme quelque chose de laid, de désespéré et de destructeur pour l'âme. Le film contient plusieurs scènes qui repoussent les limites de ce qui était acceptable dans le cinéma des années 1950, y compris une séquence terrifiante où une femme est forcée de se déshabiller sous la menace d'une arme et un combat à point de vue brutal entre Cooper et Jack Lord qui semble douloureusement réel. Julie London offre une performance complexe en tant que chanteuse de saloon qui perçoit la violence sous la façade respectable de Link. Tournée en cinémascope spectaculaire qui contraste de magnifiques paysages avec la laideur morale, le film représente l'aboutissement de l'exploration par Mann de la violence et de la rédemption dans le western. Les critiques européens, particulièrement les Français, ont immédiatement reconnu son éclat, tandis que les critiques américains l'ont en grande partie rejeté. Un verdict que l'histoire a totalement renversé. Numéro 13. Warlock, 1959. Henry Fonda et Anthony Quinn mènent cette méditation complexe sur la loi, la justice et la violence, injustement éclipsée par les rôles de western plus célèbres de Fonda. Fonda joue le rôle de Clay Bladel, un célèbre tireur engagé comme marshal par les citoyens de Warlock pour les protéger d'une bande de cow-boys terrorisants. Quinn joue son dévoué compagnon, Tom Morgan, dont la loyauté farouche envers Blaisdell porte des sous-entendus homoérotiques indéniables qui ont d'une manière ou d'une autre échappé à la censure des années 1950. Ce qui rend Warlock exceptionnel, c'est la manière dont il déconstruit systématiquement le concept même du tireur héroïque des décennies avant impitoyables, montrant comment le sauveur d'une ville peut rapidement devenir un problème en lui-même lorsque la violence est institutionnalisée. Richard Widmark offre une performance nuancée en tant que Johnny Gannon, un hors-la-loi réformé qui devient le shérif adjoint officiel et se retrouve pris entre l'autorité légale et la justice frontalière plus efficace de Bladel. Le réalisateur Edward Dmytryk crée un monde moralement ambigu où chaque personnage est imparfait et même les méchants ont des motivations compréhensibles.
Le film mène à une série de confrontations qui renversent délibérément les conventions du western, amène les spectateurs à remettre en question tout ce qu'ils pensent savoir sur la justice dans le mythe américain. Numéro 12. Rancho Notorious, 1952. Fritz Lang, le maître expressionniste allemand derrière Metropolis, apporte son style visuel unique à ce rêve fiévreux de western avec Marlène Dietrich dans le rôle d'Alter Keane, une ancienne fille de saloon qui dirige désormais Chuckaluk, un ranch isolé servant de refuge pour les hors-la-loi. Arthur Kennedy joue un homme qui infiltre ce repère de voleurs pour retrouver le meurtrier de sa fiancée, tandis que Mel Ferrer complète le triangle amoureux en tant qu'amant pistolero de Dietrich. Ce qui rend Rancho Notorious absolument unique, c'est le refus de Lang d'aborder le western avec une quelconque révérence pour ses traditions. Au lieu de cela, il crée un conte de vengeance hallucinatoire, poussé par ce que le film appelle haine, meurtre et vengeance, dans sa ballade étrangement accrocheuse qui revient tout au long. Dietrich, dans la cinquantaine mais toujours captivante à l'écran avec un charisme impérial, livre une performance de sensualité désabusée en tant que femme qui a tout vu et construit son propre royaume aux marges de la société. Lang remplit le film de couleurs vives et de décors stylisés qui créent une atmosphère délibérément artificielle, plus proche de l'opéra que des westerns traditionnels. La roue de Chuckaluk elle-même devient une métaphore visuelle puissante pour le rôle du hasard et du destin dans ce monde frontalier moralement ambigu. Numéro 11, The Westerner, 1940. Gary Cooper et Walter Brennan offrent une démonstration magistrale de complicité à l'écran dans ce western de William Wyler, qui est étrangement négligé dans les conversations sur les meilleurs du genre. Cooper joue le vagabond Cole Harden, qui se retrouve impliqué dans le conflit entre le juge Roy Bean et les colons au sujet des droits fonciers au Texas. Ce qui rend The Westerner spécial, c'est la façon dont il subvertit la moralité typique en noir et blanc des westerns des années 1940 grâce à la représentation fascinante de Bean par Brennan, un juge corrompu et meurtrier, mais aussi capable d'une véritable amitié et d'une admiration presque enfantine pour l'actrice britannique Lily Langtry, qu'il n'a jamais rencontrée, mais qu'il vénère de loin. Brennan a justement remporté son 3e Oscar pour ce rôle, créant l'un des antagonistes les plus mémorables du cinéma, qui ne devient jamais un méchant simpliste. Le réalisateur Wyler, connu pour son perfectionnisme, aurait fait refaire à Cooper une scène simple où il selle un cheval plus de 40 fois, menant à un naturalisme rarement vu dans les westerns de cette époque. Le film culmine lors d'une représentation théâtrale qui figure parmi les confrontations les plus astucieusement mises en scène de l'histoire des westerns, un affrontement qui repose autant sur l'esprit que sur la fusillade. Numéro 10. Ride Lonesome, 1959. L'avant-dernier western de Randolph Scott est également le plus compact et le plus percutant avec ses 73 minutes bien serrées. Scott joue le rôle du chasseur de primes Ben Brigade, transportant un meurtrier à travers le territoire Apache, tout en étant suivi par 2 personnages louches qui veulent le prisonnier pour eux-mêmes, et une veuve dont le mari a été tué par les Indiens. Le réalisateur Bud Boeticher réduit le western à ses éléments essentiels, créant un récit de voyage d'une pureté presque existentielle. Tourné en cinémascope éblouissant qui contraste les petites figures humaines avec les immenses paysages solitaires de Pince, Ride Lonesome utilise son langage visuel pour souligner à quel point les préoccupations humaines sont petites et insignifiantes face au désert éternel. Ce qui élève ce film au-delà des habituels récits de chasseurs de primes, c'est la révélation progressive des véritables motivations de Brigade. Il ne veut pas l'argent, mais utilise son prisonnier comme appât pour attirer l'homme qui a tué sa femme des années auparavant. James Coburn fait ses débuts au cinéma ici, en tant que jeune tireur arrogant, tandis que Pernell Roberts offre une complexité surprenante en tant que hors-la-loi avec son propre code moral. L'image finale obsédante d'un arbre de pendaison en feu reste l'une des métaphores visuelles les plus puissantes du cinéma western. Numéro 9. Yellow Sky, 1948. Gregory Peck dirige une bande de braqueurs de banque qui tombe sur une ville fantôme habitée seulement par un vieux prospecteur et sa petite fille méfiante, jouée avec une indépendance farouche par Anne Baxter. Ce qui commence comme un simple plan pour voler leur or devient compliqué par la conscience, la luxure et la cupidité à mesure que la bande se fracture de l'intérieur. Le réalisateur William Wellman, venant de terminer The Oxbow Incident, propose un autre western moralement complexe qui ressemble davantage à un film noir dans le désert. La cinématographie en noir et blanc transforme la ville fantôme en un paysage austère, presque existentiel, où la nature humaine est dépouillée jusqu'à son essence. Richard Widmark vole chaque scène en tant que membre de gang déséquilibré. Dude, un homme si consumé par la cupidité et le désir qu'il en devient presque sauvage.
Yellow Sky réutilise astucieusement la tempête de Shakespeare dans un cadre western avec le personnage de Baxter, Mike, tenant, élevé dans l'isolement et inconnu des hommes. La tension entre les personnages monte de manière magistrale, menant à des confrontations qui semblent vraiment imprévisibles. Tourné sur place dans la vallée de la mort sous des conditions brutales, l'environnement rude du film reflète le désert moral que les personnages doivent traverser avant de trouver une rédemption potentielle. Numéro 8. L'étrange incident, 1943. Henry Fonda mène ce coup de poing dévastateur de 75 minutes, qui sert de condamnation puissante de la mentalité de foule. Lorsqu'une nouvelle de meurtre parvient à une petite ville du Nevada, une bande se forme pour trouver les meurtriers et rendre justice par une pendaison expéditive. Ce qui suit est moins un western traditionnel qu'un drame moral tendu où quelques voix de raison tentent de s'opposer à une foule avide de sang. Le réalisateur William Wellman écarte tous les clichés d'aventure du western pour se concentrer sur les aspects les plus sombres de la nature humaine, créant un film qui semble de plus en plus pertinent avec chaque année qui passe. The Oxbow Incident est essentiellement 12 hommes en colère à l'envers. Au lieu qu'un homme persuade lentement les autres du doute raisonnable, on voit le doute raisonnable piétiné par la vengeance. Dana Andrews livre une performance déchirante en tant qu'un des accusés, tandis qu'Anthony Quinn et William Ettell complètent le trio des prétendus voleurs de bétail. La finale poignante du film inclut une scène de lettres qui reste l'un des moments les plus puissants de l'histoire du cinéma. Un échec au box-office lors de sa sortie, il est maintenant reconnu comme un classique américain essentiel qui utilise le décor occidental pour délivrer un message intemporel sur la justice et la loi de la foule. Numéro 7, Pursued, 1947. Robert Mitchum joue dans ce qui pourrait être le premier film noir occidental du monde, un thriller psychologique déguisé en opéra équestre. Mitchum incarne Jeb, un homme élevé par une famille après que la sienne eût été assassinée, hanté par des souvenirs fragmentés de son enfance et traqué par un ennemi mystérieux pour des raisons qu'il ne comprend pas. Le réalisateur Raoul Walsh crée un western différent de tous les autres, rempli d'ombres expressionnistes, de flashbacks fragmentés et de traumatismes psychologiques qui semblent en avance de plusieurs décennies. L'exploration du souvenir refoulé et du destin dans le film serait plus à sa place dans un thriller de Hitchcock que dans un western traditionnel. Teresa Wright livre une performance puissante dans le rôle de Thor, la femme qui aime Jeb malgré le fait qu'elle soit essentiellement sa sœur adoptive. La cinématographie en noir et blanc de James Wong Howe est tout simplement spectaculaire, transformant les paysages du Nouveau-Mexique en un personnage reflétant la psyché torturée de Jeb. Dean Jagger crée l'un des méchants les plus effrayants du genre, un homme dont la haine a consumé tout son être. Pursued témoigne que le genre western repoussait les limites artistiques bien avant la période dite révisionniste. Numéro 6. Ulzana's Raid, 1972. Burt Lancaster offre l'une de ses meilleures performances de fin de carrière dans ce western brutal et sans compromis qui dépouille toute la romantisation de la vie de frontière. Lancaster joue un éclaireur vieillissant, aidant un jeune lieutenant idéaliste à suivre la piste d'un groupe de guerriers apaches qui se sont échappés de la réserve. Le réalisateur Robert Aldrich ne mâche pas ses mots en décrivant la violence horrible des deux côtés, créant ce qui pourrait être le film le plus honnête sur les guerres indiennes jamais réalisées. Ce qui distingue Ulzana's Raid, c'est son refus de prendre parti ou d'offrir des réponses faciles. Il montre simplement la réalité brutale d'une collision culturelle où aucun des deux côtés ne pouvait vraiment comprendre l'autre. Le chef Apache, Ulzana, n'est pas dépeint comme un méchant, mais comme un guerrier talentueux, luttant pour sa survie, tandis que la cavalerie n'est pas présentée comme héroïque, mais plutôt terriblement dépassée. Tourné dans les paysages poussiéreux de l'Arizona qui semblent authentiquement hostiles, le film construit une tension insoutenable à travers son récit de poursuite implacable. Le scout désabusé de Lancaster, McIntosh, délivre des vérités dures sans sentiment dans ce qui s'apparente à une longue méditation sur le véritable coût de la violence. C'est la vie de frontière dépouillée de tout glamour hollywoodien. Numéro 5. The Naked Spur, 1953. Le western le plus sombre de James Stewart le montre comme un chasseur de primes, avec une psychose à peine contenue, transportant le meurtrier Robert Ryan de retour au Kansas pour la prime. Le chef-d'œuvre western psychologique d'Anthony Mann inclut Janet Leigh et deux compagnons douteux, un vieux prospecteur et un officier de cavalerie déshonoré, créant une poudrière de tension prête à exploser à tout moment. Ce qui élève The Naked Spur au-dessus des westerns typiques, c'est son focus intense sur seulement 5 personnages et leurs états mentaux qui se détériorent
alors qu'il traverse le terrain dangereux du Colorado. Stewart est à des kilomètres de son image bienveillante ici, jouant un homme consumé par l'amertume et s'accrochant à peine à son humanité. Robert Ryan, quant à lui, offre un cours magistral de manipulation, opposant constamment ses ravisseurs les uns aux autres. L'utilisation brillante des paysages en technicolor du film contraste fortement avec la laideur morale affichée. Mann et Stewart ont réalisé ensemble 5 westerns, chacun excellent, mais celui-ci reste leur chef-d'œuvre incontesté, une étude de caractère déguisée en aventure qui mène à un final cathartique ou la rédemption à un coup terrible. Numéro 4. Will Penny, 1968. Charlton Heston considérait cela comme sa meilleure performance, et il pourrait avoir raison. Oubliez les épopées bibliques et les classiques de science-fiction. Ici, Heston disparaît complètement dans le rôle de Will Penny, un cow-boy vieillissant qui prend un travail d'hiver en tant que gardien de ligne et se retrouve à tomber amoureux d'une femme vivant illégalement dans sa cabane avec son jeune fils. Ce qui rend Will Penny spécial, c'est son engagement absolu envers le réalisme, montrant la vie dure et sans glamour d'un cow-boy travailleur sans aucune idéalisation. Le méchant, interprété avec un fanatisme religieux terrifiant par Donald Pleasence, crée certains des moments les plus troublants de tout western. Le réalisateur Tom Grease élimine tous les clichés du western pour se concentrer sur les liens humains formés dans les circonstances les plus difficiles. L'histoire d'amour se développe avec une lenteur et une authenticité poignantes, tandis que la fin évite les conventions hollywoodiennes pour quelque chose de bien plus véridique. La performance de Joan Hackett en tant que veuve déterminée méritait l'attention des Oscars, mais a été scandaleusement ignorée. Tourné sur place dans des conditions hivernales brutales, l'engagement du film envers l'authenticité s'étendait en coulisses, le casting endurant de véritables difficultés qui ont traduit à l'écran une authenticité que peu de westerns ont égalée. Numéro 3. The Professionals, 1966. Richard Brooks livre une aventure palpitante qui, étonnamment, est souvent oubliée dans les discussions sur les grands westerns malgré son casting de stars. Lee Marvin mène une mission de sauvetage au Mexique aux côtés de Burt Lancaster, Robert Ryan et Woody Strode, en gros l'équivalent des Expendables des années 1960, mais avec de véritables talents d'acteurs. Ils sont engagés par un riche éleveur pour sauver sa femme kidnappée par un révolutionnaire interprété avec un plaisir manifeste par Jack Palance. Ce qui suit est une magistrale leçon d'escalade de tension, de trahison, et l'un des plus grands retournements de situation que le genre ait à offrir. Ces professionnels apportent chacun une compétence spécifique à l'équipe. Explosifs, pistage, équitation, armes, créant une ambiance de film de braquage western parfaite. Claudia Cardinal est époustouflante dans le rôle de la prétendue victime de kidnapping, bien plus complexe qu'elle ne le semble au premier abord. Le film équilibre humour, action et profondeur surprenante tout en offrant certaines des plus belles photographies en écran large des Badlands mexicains jamais capturées. La direction serrée de Brooks garantit qu'aucun plan n'est gaspillé dans ce classique injustement sous-estimé qui se tient aux côtés des plus grands du genre. Numéro 2, Ride the High Country, 1962. Le premier chef-d'œuvre de Sam Peckinpah offre à Joel McCrea et Randolph Scott leur dernier rôle significatif de western, jouant des hommes de loi vieillissants engagés pour transporter de l'or depuis un camp minier. Ces deux légendes livrent des performances de calme dignité en tant qu'anciens partenaires réunis pour un dernier travail, mais se retrouvent en désaccord moral lorsque l'un d'eux veut voler la cargaison. Ce qui rend ce film spécial, c'est la manière dont il traite ces vieux pistoleros avec respect plutôt que pitié, leur permettant de conserver leur humanité et leur complexité, même si le monde change autour d'eux. Le dernier échange de tirs du film figure parmi les plus dévastateurs émotionnellement de l'histoire du western, offrant à ces deux icônes du genre le départ qu'elles méritaient. Peckinpah deviendra plus tard connu pour ses bains de sang ultra-violents en ralenti, mais ici il fait preuve d'une retenue remarquable, laissant le drame des personnages occuper le devant de la scène. À sa sortie, il a fait un flop au box-office, mais les critiques européens ont immédiatement reconnu son génie. Aujourd'hui considéré comme le premier chef-d'œuvre de Peckinpah, il capture magnifiquement la fin de l'ancien Ouest avec les paysages époustouflants de la Sierra Nevada servant de décor parfait. Numéro 1, Le dernier train de Gun Hill, 1959. Robert Ryan mène ce cauchemar western glacé en tant que rancher amer, impliqué dans un conflit foncier avec des fermiers locaux lorsque ses problèmes s'aggravent soudainement. Une bande de hors-la-loi dirigée par Burl Ives, oui, le joyeux chanteur de Noël, prend le contrôle de la ville pendant une tempête de neige, transformant cela en la situation de prise d'otage la plus tendue que vous ayez jamais vue.
Le réalisateur André de Toth enlève tout le glamour du western, offrant une histoire de survie dure où le véritable méchant pourrait bien être le paysage hivernal impitoyable lui-même. Ce qui distingue Day of the Outlaw, c'est son décor unique. La plupart des westerns cuisent sous le soleil du désert, mais celui-ci vous piège dans un enfer enneigé et claustrophobe où même les évasions les plus simples deviennent presque impossibles. Ryan excelle en tant que héros réticent, un homme qui commence le film presque comme un méchant avant de retrouver sa boussole morale lorsqu'il est confronté à quelque chose de bien pire. La cinématographie blanchie et sinistre du film ressemble à une gifle d'air froid au visage, exactement ce dont le genre avait besoin. Maintenant, vous connaissez 25 westerns qui se sont perdus dans la foule, alors que des films moindres ont volé la vedette. Quelle pépite cachée vient de s'écraser sur votre radar des incontournables? Lâchez vos avis tranchants ci-dessous, appuyez sur le bouton « J'aime si vos muscles rieurs ont survécu » et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine plongée dans les trésors du cinéma. D'ici là, gardez vos bobines tournantes, vos esprits élevés. Et rappelez-vous, sur Golden Age Classics, le passé emballe toujours sa prochaine grande punchline. À bientôt dans les commentaires, Famille Ciné.